Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public, votre rendez-vous quotidien sur Public Sénat. On est ensemble du lundi au jeudi à 18h et 22h pour donner du sens à l'actualité grâce à nos experts. Et voici le sommaire de ce 26 juin. À quel point Vladimir Poutine est-il fragilisé par le putsch avorté de la milice Wagner? Où est passé son chef Evgeny Prigojine et que risque-t-il? L'Ukraine peut-elle profiter des fissures apparues au sein du pouvoir russe? Ces questions ne trouveront pas toutes de réponses rapides, mais elles démontrent que la folle journée de samedi a ouvert une nouvelle ère dans la guerre en Ukraine. On amorce des pistes de réflexion, on se projette vers les prochaines semaines, juste après ces titres. Et puis on reste au cœur des enjeux de défense dans notre second débat avec la loi de programmation militaire, examen qui débute ce mardi au Sénat. 413 milliards d'euros investis d'ici 2030, budget historique, rappelle le président de la République. C'est un appel à réinvestir massivement dans notre défense. Si nous, Européens, voulons la paix, nous devons nous en donner les moyens. La France prend sa part. Ce budget en forte hausse est-il en trompe-l'œil? Est-ce un saupoudrage inadapté à un conflit de haute intensité de type ukrainien? L'industrie de défense française est-elle en capacité de produire plus d'armes? Réponse dans 45 minutes. Mais d'abord, les dernières infos en provenance de Russie ou comment donner l'impression d'un lundi presque comme les autres. Jonathan Dupriez. Semblant de retour à la normale en Russie, après la rébellion avortée de Wagner. Les habitants de Rostov, ville d'1 million d'habitants contrôlés quelques heures par les paramilitaires, semblent soulagés du départ des mercenaires. Je suis soulagée, car lorsque la routine de la ville change et que vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous vous sentez très anxieux et en danger. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux régler les choses sur le champ de bataille et ne pas venir dans les villes. Ici, Rostov, c'est calme et paisible, donc ça ne sert à rien de régler les choses avec des chars d'assaut. Si la tension est retombée d'un cran, Wagner a réalisé une démonstration de force et fortement remis en cause l'autorité de Vladimir Poutine. Le maître du Kremlin est d'ailleurs apparu dans une vidéo aujourd'hui, la première fois depuis les événements du week-end. Le président russe ne fait aucune mention du groupe Wagner, mais évoque des défis pour l'industrie face aux sanctions occidentales. Ce sont ces gens-là, à la fois des jeunes et des spécialistes expérimentés, les équipes de nos entreprises qui ont assuré le fonctionnement stable de l'industrie russe, son développement face à de sévères défis extérieurs. Le coup de pression d'Evgeny Prigojine sur le Kremlin laisse toutefois de nombreuses questions en suspens. On ignore pour le moment pourquoi l'homme a fait volte-face alors qu'il prétendait être à 200 km de Moscou. Se pose aussi la question du devenir de Wagner. L'armée russe pourrait être tentée d'intégrer les mercenaires à marche forcée. Cet épisode pourrait aussi bouleverser le cours de la guerre. Sorti de son silence, Evgeny Prigojine affirme en tout cas n'avoir pas voulu renverser Vladimir Poutine. Nous n'avions pas pour objectif de renverser le régime en place et le gouvernement légitime. Le but de la marche était de ne pas permettre la destruction du groupe Wagner. De leur côté, les chancelleries occidentales préfèrent ne pas trop spéculer. Vous savez la prudence que nous avons mise à ne pas commenter au-delà de ce qui paraissait être utile de rappeler en termes de contact avec nos partenaires, en termes de suivi de la situation, rappeler qu'il s'agit d'affaires intérieures russes. De son côté, Moscou affiche une certaine sérénité et jure que la mutinerie menée par Wagner n'affectera en aucun cas l'intervention militaire russe en Ukraine. Je vous présente tout de suite mes invités. Hélène Blanc, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes politologue, spécialiste du monde slave, auteur de Goodbye Poutine, du KGB au crime de guerre, livre publié chez Ginko Éditions. Patricia Limonière, bonsoir Patricia, bienvenue. Vous êtes grand reporter spécialiste des relations internationales. J'accueille également Christian Macarian, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, éditorialiste international au Point et à Radio Classique. Et Mathieu Croissando, bonsoir Mathieu, bonsoir. Éditorialiste politique. On va peut-être commencer par se mettre d'accord sur les mots. Comment vous qualifiez ce qui s'est passé samedi, Hélène Blanc? Coup d'État, putsch Non. Moi, je dirais plutôt que c'est une mutinerie. Ouais. Et beaucoup de théâtre dans tout ça, de dramatisation, de spectacle, Enfin, je veux dire, honnêtement, c'était difficile de prendre ça au sérieux quand on connaît un petit peu le dessous des choses. Et puis, sa fameuse marche pour la justice, contre la corruption, etc., qui s'arrête brutalement à 200 km de Moscou. On se demande pourquoi il s'arrête. Je veux dire, d'autant plus qu'il n'a rencontré aucun obstacle sur la route.
Hein, on l'a laissé partir. Enfin, lui, il était toujours à Rostov, d'ailleurs, en train de discuter, de prendre le thé avec les gens qui étaient là-bas, alors qu'ils auraient pu l'arrêter, lui, par exemple, puisque c'était le quartier général, il y avait des militaires. Et le fameux Gerasimov, apparemment, n'y était pas, alors qu'il aurait dû y être. Enfin, bref. Et puis, non, moi, tout ça, si vous voulez, bon, c'est compliqué parce qu'on n'a pas les éléments. Même avant la volte-face, vous me disiez, c'est du théâtre ? Samedi. Non, j'y croyais pas vraiment. Ouais. Je peux pas expliquer pourquoi, parce que vous savez, on a eu quand même d'autres putschs en 91, en 93, et c'était pas du tout pareil. Et d'ailleurs, même celui de 91, au début, on s'est fait avoir, et puis après, on a compris que Gorby était complice. Une fois qu'on avait bien travaillé, absolument. Oui. Mais au début, tout le monde disait, c'est le pauvre Gorby, il y a un putsch contre Gorby, etc. Par contre, le vrai putsch de 93, ça, c'était vraiment de 93, c'était vraiment un putsch contre Eltsine. Et là, il y a eu des morts parce qu'il a fait tirer sur le Parlement. Exact. Mais là, je ne sais pas où c'était outré, où c'était... Je ne peux pas expliquer. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade ? Donc plutôt de toute façon, théâtre. On connaît Prigojine. Oui, alors on va y revenir. Un grand acteur. Oui, on va avoir le temps de reparler, évidemment, dans ce débat de Prigojine. Patricia Lemonnier, on va revoir, on l'a vu rapidement dans le sujet d'ouverture. Donc il y a eu un message audio, en fait, du chef de la milice Wagner cet après-midi, dans lequel il dit notamment « Nous n'avions pas pour objectif de renverser le régime en place et le gouvernement légitime. Le but de la marche, c'était de ne pas permettre la destruction du groupe Wagner. » Donc, alors, est-ce qu'on est obligé de croire Prigojine ? Je ne sais pas. Il dit aussi dans ce message, l'avancée de Wagner vers Moscou a révélé de graves problèmes de sécurité en Russie. Donc, le Prigojine d'avant, il est jamais très loin, quoi. Il continue de taper sur le système de défense russe. Mais avec 48 heures de recul, comment vous analysez ce qui s'est passé ? Moi, c'est un coup de sang. Un coup de colère, j'ai envie de dire, d'un homme qui est connu pour être un impulsif. Et qui donc, vu les menaces qui planaient sur lui depuis un certain temps, avec le fait que les milices, toutes les milices, parce qu'il n'y a pas que la sienne, il ne faut pas l'oublier, Kadyrov d'ailleurs avait déjà signé, toutes les milices devaient rentrer dans l'armée, c'est-à-dire ces deux verticales du pouvoir qui existaient, l'armée officielle et les armées privées, en quelque sorte, devaient se réunir en un seul corps. Et là, il n'a pas supporté. D'ailleurs, il le dit dans son message aujourd'hui, on s'est réunis avec mes hommes, en fait, le conseil, grosso modo, d'administration de la Wagner milice, se sont réunis et ont décidé que c'était vraiment pas possible d'être réintégrés. Donc, pour la défense de mes hommes, pour la défense de notre honneur, j'ai voulu, en gros, faire cette marche, mais enfin, je ne m'attendais même pas à pouvoir y aller comme ça, dit-il un peu. Eh bien, j'ai fait cette marche pour, en gros, alerter le pouvoir, pour alerter Vladimir, mon ami, en quelque sorte. Non, mais ça, c'est son discours. Oui. Mais je crois que vraiment, il y a aussi vraiment le coup de sang d'un homme très impulsif, très en colère, qui était au point de tout perdre. Menacé. Oui, il allait tout perdre. Parce que si sa milice fondait dans l'armée, quid après de l'Afrique, de son usine à troll, n'y avait-il pas là une volonté de remettre un peu d'ordre dans la maison ? Christian Macarian, alors si c'est pas un coup d'État, c'est quoi pour vous ? C'est un raid décidé par un homme qui est menacé, comme Patricia vient de l'expliquer. À la date du 1er juillet, sa milice devait et elle va disparaître. Les cadres donc c'est du business vont être fondus dans l'armée et les soldats un par un vont devoir signer des contrats individuels de rattachement à l'armée régulière. Donc ils vont passer, les fameux criminels, sous l'armée régulière. Avant ça, il y a eu un autre coup dur. Donc Prigojine, à mon avis, a mijoté son coup. Il y a eu un autre coup dur pour Prigojine. C'est que l'armée s'est arrogé le privilège de vider les prisons et d'aller recruter en tôle. Ce qui était un peu monopole dévolu jusque-là à Prigojine. Prigojine a donc beaucoup perdu et il a vu en 2 mois que le pouvoir voulait le mettre au pas. Et donc il a, à mon avis, préparé son coup, une sorte de baroud d'honneur, dont il espérait sûrement une meilleure négociation quant à ses avantages et ses derniers privilèges, pour justement ne pas être effacé complètement. Mettons-nous à la place de Prigojine. S'il n'avait rien fait, sa liquidation se serait faite sans un pli. Là, il a quelque part sûrement négocié des choses un peu plus secrètes, puisque nous ne connaissons pas les termes exacts. C'est pour ça que je disais dans mes titres, il y a beaucoup de questions qui resteront sans réponse. De l'accord supposément négocié par Loukachenko, dépêché ardemment par le Kremlin, c'est évident. Oui, parce qu'il essayait plusieurs fois de joindre... Loukachenko, je rappelle, le président de la Biélorussie. Le fait majeur pour moi reste le suivant. Voici un homme fort, Vladimir Poutine,
très fort, très serein, qui garantit toute la sécurité, la puissance de son pays assailli par l'Occident dévastateur et décadent. Voici donc un homme qui, le matin, parle, je le cite, de châtiments inévitables et qui, l'après-midi, passe un accord, un arrangement avec le factieux. Alors on y reviendra là-dessus, Christian. On y reviendra évidemment sur la fragilisation de Vladimir Poutine. Mais quand même, je reviens à Hélène Blanc sur ces images qui nous ont tous sidérés des troupes de Wagner qui faisaient route vers Moscou. Est-ce que ça suppose à minima des défaillances ou à maxima des complicités ? Moi, je pense que Prigojine, même s'il a eu un coup de sang, ce qui est fort possible, parce que c'est vrai que c'est un sanguin, a dû quand même s'assurer quelques soutiens avant de lancer son opération, tel que je connais le bonhomme. Bon, et le problème, c'est que les soutiens en question, peut-être existaient-ils au départ, puis petit à petit, il semblerait que les gens qu'il a contactés et qui étaient prêts à le soutenir aient fait machine arrière. Et dans ce cas-là, il s'est retrouvé seul. Et finalement, je pense que dans la coulisse, les services secrets ont dû le menacer en disant, enfin, ils savent très bien faire ça, la terreur psychologique. On va s'occuper de tes enfants, on va s'occuper de ta mère, etc., etc. Il a dû se dire, bon, il vaut peut-être mieux que j'arrête parce que sinon ça va se gâter. Mais le problème, c'est qu'il avait des cartes en main parce que c'est quelqu'un qui a participé à nombre d'opérations financières de Vladimir Poutine. Il a aidé à placer de l'argent dans les paradis fiscaux, etc. Il connaît beaucoup de secrets de Vladimir Poutine. Et donc, il pouvait menacer de révéler des choses. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est une vraie négociation ? Son assurance vie, ça, d'ailleurs. À mon avis, c'est son assurance vie. Mais connaissant Poutine, puisqu'il a trahi, il risque de le payer cher. Et chez Poutine, quand on trahit, sentence, c'est la mort. On va détailler dans un instant ce qu'est le business de la milice Wagner, du groupe Wagner d'ailleurs, et de Prigojine. Mais un mot, Patricia Lémonière, sur ces supposées complicités au sein soit de l'armée russe, soit de l'administration russe. Il y a quelques personnes, je ne sais pas combien, qui ont pris des risques et qui vont peut-être le payer. Alors, on a vu, et c'est là que tout s'est joué, quand un de ses amis, j'ai envie de dire, dans le camp militaire, qui servait pratiquement d'interface entre lui et Gerasimov, c'est le général Sorovikin, qui était ce qu'on a appelé le boucher de Damas ou d'Alep ou de ce que vous voulez, enfin en Syrie, qui avait montré ses talents en Syrie pour l'armée russe. Et bien, quand celui-ci, immédiatement, pratiquement, a dit « Ouh là là !» Mon ami Prigojine, il faut arrêter, c'est pas sérieux cette avancée, calme-toi. Et tout de suite, lui, qui devait en théorie, qui est le plus proche au sein, qui était le plus proche au sein de l'armée de Prigojine, avec d'autres moins gradés, eh bien tout de suite, lui, il a fait défection. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Les services de renseignement, c'est qui se dit. Mais j'entends ce que vous dites, mais pardon de vous interrompre, Patricia. La question que je posais, c'est est-ce qu'il va y avoir une purge ? Alors, dans les jours ou les semaines qui viennent, au sein de l'armée ou de l'administration russe, s'il y a eu des complicités pour Prigojine. Si vous posez la question de la purge, c'est une autre histoire. Que va-t-on faire de ces deux militaires qui discutaient, même s'ils avaient l'air un peu coincés, quand même, ils n'ont pas arrêté Prigojine alors qu'ils avaient quand même, à Rostov-sur-le-Don, les moyens de l'arrêter. Que va-t-il se passer pour tous ces gens-là qui, quant à Kadyrov, qui devait foncer pour faire des choses et empêcher l'armée de Prigojine, les 4000 hommes, de monter, il est resté, il n'est pas arrivé rapidement non plus, Kadyrov. Donc, si vous voulez, il y avait des embouteillages. Oui, il y avait des embouteillages. C'est terrible sur les routes. Et donc, vous savez, bon, effectivement, Vladimir Poutine, on l'a tous dit autour de cette table, il a la dent dure pour ceux qui le trahissent. Et donc, eh bien, il peut y avoir... Même avec un temps différé. Oui, avec un temps différé. Mais la vengeance est un plat qui se mange froid. La vraie question, c'est... Moi, ce qui me fascine le plus, c'est cette pérennité de Shoigu. Alors, Shoigu, c'est le ministre de la Défense, qui est réapparu d'ailleurs. Alors, on ne sait pas exactement où ça a été tourné, mais il y a une vidéo de lui qui est apparue aujourd'hui. Qui est critiqué toujours en interne, même par les gens du renseignement. Il y a des gens du renseignement. Le numéro 2 du renseignement a dit à Prigojine, qui est en train de se retirer, « Oh, si tu pouvais emmener, grosso modo, Shoigu et Gerasimov avec toi.
Ça veut dire que dans le renseignement, il y a quand même des gens qui sont très critiques vis-à-vis de ce... Alors, on reste concentré encore un instant sur la personnalité et le business d'Evgueni Prigojine grâce à Steve Jourdain qui va nous rejoindre tout de suite sur ce plateau. Bonsoir Steve. Bonsoir Thomas. Et bienvenue à vous. On parle de lui comme d'un entrepreneur de guerre, un business qui fonctionne bien. Oui, un business de la mort très juteux. La devanture de la boutique, c'est le groupe paramilitaire Wagner, créé en mai 2014 à la faveur de l'annexion de la Crimée. Et dès 2015, après ses premiers faits d'armes sur la péninsule, Evgueni Prigojine remporte de gros contrats signés avec le ministère de la Défense russe. On parle au total d'une enveloppe d'1 milliard d'euros en échange du ravitaillement en vivres de l'armée. L'appétit de l'homme d'affaires s'étend aussi jusqu'à la Syrie, où à partir de septembre 2015, Poutine décide d'intervenir. Prigojine et ses milices sont sur le terrain pour aider Bachar al-Assad contre l'État islamique. Il obtient en échange que 25% des revenus des champs pétroliers et gaziers récupérés aux mains des djihadistes lui reviennent directement. Ça correspond à plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros. Et en Afrique, Thomas, même deal, coup de main militaire, coup de main sécuritaire contre prédation des ressources locales. Sur le continent, Wagner opère depuis 2018. Il est notamment présent au Soudan, en République centrafricaine, au Libye et au Mali. Dans ces pays, il s'est progressivement implanté dans le secteur minier et pétrolier. Alors, mais Prigojine, dans ce groupe Wagner, c'est pas que du business. Non, c'est aussi un maître de la propagande. C'est lui qui est à l'origine des campagnes de désinformation à grande échelle lancées par le Kremlin. Il possède ce qu'on appelle une usine à trolls. Il s'agit de gens qui sont payés pour diffuser sur Internet ou sur les réseaux sociaux des informations partielles, voire mensongères. Cela vise notamment des opposants à Vladimir Poutine. Au total, on estime que cette usine à trolls de Prigojine compte environ 400 personnes. Son gros coup, Thomas, date de la présidentielle américaine de 2016. À cette occasion, il avait œuvré en faveur de la propagande électorale de Donald Trump. Et vous nous décrivez en quelque sorte un voyou. D'ailleurs, ça a commencé comme ça dans sa jeunesse. Oui, tout a commencé par un vol crapuleux dans une rue sombre de Saint-Pétersbourg. Une femme circule seule avec son sac à main. On est en mars 1980. Prigojine et ses amis s'en prennent à elle. Résultat, 12 ans de prison. Quand Prigojine retrouve la liberté, l'Union soviétique n'existe plus. Tous les moyens sont alors bons pour gagner sa vie. Il devient vendeur de hot-dog avant de se lancer dans la restauration de luxe. À cette occasion, il rencontre un certain Vladimir Poutine, qui fait alors partie de l'élite locale. C'est lui qui va lui permettre d'amasser son premier milliard d'euros en lui confiant le monopole sur la restauration des écoles de Moscou puis de l'armée russe. On comprend mieux, Thomas, pourquoi aujourd'hui Poutine se sent trahi par celui qui lui doit à peu près tout. Merci beaucoup, Steve Jourdain. Christian Macarian, il y a un aspect un peu mafieux dans cette histoire aussi dont il faut parler. Complètement. Le système Poutine est fondé sur, comme les matrioshkas qui s'emboîtent l'une dans l'autre, sur un certain nombre de mafias qui s'emboîtent et qui font qu'un homme comme Prigojine, qui se trouve au centre de cet emboîtement, est très difficile à déloger, à déraciner et à isoler. Il faut qu'il ait quand même beaucoup d'informations et de contacts avec d'autres types d'organisations comparables à la sienne pour arriver à faire quelque chose qui, moi, me stupéfie encore 48 heures après ce raid, c'est-à-dire la prise de Rostov-sur-le-Don, la base militaire, d'où toute la guerre de la Russie contre l'Ukraine est commandée. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte de ce que... Oui, c'était pas n'importe quelle cible. Mais c'est énorme. Et il entre là-dedans sans trop de casse, même très peu. Ouais. C'est après qu'il va y avoir de la casse sur la route vers le nord et qui vont d'ailleurs faire un petit carnage parce qu'on l'oublie, ils ont tiré sur des hélicoptères, ils les ont abattus et ils ont fait des victimes. Des victimes de l'armée régulière russe. Donc ça va être très difficile à pardonner pour Vladimir Poutine, même s'il prendra son temps pour le faire. Mais je reviens à ce que vous disiez. Oui, c'est un système mafieux, parce que Vladimir Poutine l'a fondé ainsi. Vous avez une colonne, l'État, comme il y avait à l'époque soviétique, l'État et le parti. L'État ne comptait pas, la Constitution ne comptait pas, c'est le parti et le bureau politique qui décidaient de tout. Là, il n'y a plus de parti, il y a le parti du président, Russie Unie, c'est-à-dire, là encore, une mafia. Et il a, d'une certaine manière, entouré tous les corps puissants de l'État, comme l'armée, de corps mafieux. Par exemple, pourquoi faire surgir Wagner dans les flancs de l'armée? Parce que Wagner
permet, ce que l'armée ne peut pas faire, de subvertir certains États étrangers en Afrique et au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, Prigojine, spécialiste de la subversion, exerce ses talents de subversion à l'intérieur de la Russie. Il y a une sorte de logique. Mais que Prigojine soit au contact de différentes autres mafias, ça fait absolument pas l'ombre d'un doute, sans quoi il n'aurait pas pu prévoir ce raid-là, qui, de mon point de vue, a été quand même organisé. Mathieu, vous voulez intervenir ? Est-ce que si Prigojine n'a pas été châtié d'une certaine manière ou c'est le terme de Poutine. Oui. Est-ce que c'est parce qu'en fait la Russie ne peut pas s'en passer ? Le châtiment peut être différé. Alors, d'abord, le châtiment. Regardez l'affaire Skripal. Le type. Alors, il faut rappeler ce que c'est. Alors, l'affaire Skripal, c'est un homme qui est empoisonné dans un jardin public en Angleterre, à côté de sa fille, qui n'y est pour rien et qui va malheureusement être empoisonnée en même temps. Il ne meurt pas, mais qu'est-ce qui lui est reproché ? D'avoir été. D'être passé à l'ouest et d'avoir ensuite fait volte-face, c'est-à-dire qu'il a fait une sorte d'aller-retour à partir des services et qu'ensuite tout ça avait été oublié. Pour avoir interrogé un jour un spécialiste français des services secrets, dont je tairai le nom, j'ai recueilli auprès de lui la confidence suivante. Il m'a dit, cette phrase je l'oublierai jamais, les services n'oublient jamais. Même 35 ou 40 ans après, la crédibilité, le crédit d'un service, c'est de zigouiller les traîtres. Et là-dessus, il ne faut pas oublier que le colonel du KGB, Vladimir Poutine, a été formé. Lieutenant-colonel, donc vous nous, donc vous nous dites que, Prigojine finira par payer un jour ou l'autre, mais vous n'avez pas tout à fait répondu à la Russie en Afrique, peut-être Hélène Blanc, liée à l'activité de Wagner là-bas, ou en Syrie s'il en reste, ou sur le front ukrainien. Est-ce que la Russie ne peut pas s'en passer ? Mais et puis ils peuvent continuer. Pas besoin d'avoir Prigojine. Quelqu'un d'autre peut commander Wagner. Je veux dire, il y a certainement des gens. D'ailleurs, il y a beaucoup d'anciens militaires dans Wagner. Donc, il y a quelqu'un qui peut être. Je pense qu'on a avoir les épaules. Je pense qu'on a tort de voir que Wagner, parce que comme tout à l'heure notre Steve Jourdain nous l'a expliqué, il y a Wagner plus l'usine à trolls, plus l'argent. Or, l'argent alimente... Et les magazines aussi. Voilà, et les magazines. L'argent alimente le système Poutine. Les trolls travaillent, par exemple, pour discréditer Hillary Clinton. Oui. Aux États-Unis. Ou la France, ou en France sur pour le continent discréditer et atteindre Emmanuel Macron. Donc, zigouiller, si j'ose dire, éliminer ou liquider Wagner... Ça n'est pas satisfaisant parce qu'il faut que l'usine à trolls continue à fonctionner et que l'argent pompé en Afrique, au Moyen-Orient, continue d'alimenter les caisses. Un dernier mot, je vous redonne la parole juste après concernant Prigojine, Evgeny Prigojine. Je vous propose d'entendre une réaction parce qu'on se demande où est Prigojine aujourd'hui. Écoutez, Ksenia Bolchakova, qui est journaliste à Capa Presse, prix Albert Londres 2022 pour le documentaire Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine, co-réalisé avec Alexandra Jousset, et Ksenia Bolchakova était sur France Inter ce matin. Pour l'instant, on ne sait pas où il est. On sait qu'il n'est pas au Bélarus. Il y a plusieurs options. Il peut être à Saint-Pétersbourg. Il peut être aussi un petit peu en vadrouille entre les différentes bases. Certains le disent entre Bangui et Saint-Pétersbourg. Il est sûrement quand même en Russie. Vous avez vu après la perquisition dans le QG de Wagner, on a trouvé les autorités russes ont trouvé une dizaine de passeports avec une dizaine de fausses identités. Mais on ne sait jamais. Hélène, on espère pour lui qu'il a gardé quelques-uns des faux passeports, Prigojine. Hélène Blanc, qu'est-ce que... je pense que là, il a, je le rappelle, publié, diffusé un message audio aujourd'hui, peut-être pour se protéger d'une éventuelle, je ne sais pas, détection du lieu où il peut être. Qu'est-ce qui peut lui arriver dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ? Il va devoir, lui, se protéger d'abord ? De toute façon, moi, je serais lui, je ferais très attention à ma santé, ça c'est clair. Mais étant donné ce qu'a dit Poutine il y a 2 jours, où il a traité de traître, et la traîtrise, chez lui, ça ne se pardonne pas. En plus, il a été humilié sur le plan international, pas seulement sur le plan russe. Il a été
Il a subi un affront. Et les affronts, il ne pardonne pas. Donc, il va être obligé de faire quelque chose parce qu'il doit faire un exemple. Il ne peut pas laisser ça comme ça. Je veux dire, il va bien falloir qu'il réagisse d'une manière ou d'une autre. Et les hommes de la milice, Wagner, ils vont intégrer l'armée. C'est ce qu'on peut imaginer le mois de juillet. C'était ce qui était prévu. Donc, tout à fait. Donc ça va arriver. Alors, allez-y. Je pense que, aujourd'hui, Prigojine, toujours dans cette déclaration, a dit que très peu d'hommes allaient intégrer les forces armées. Il faut penser que si les proches de Prigojine intégraient les forces armées, je ne sais pas le sort qu'il leur serait réservé, d'autant que le porte-parole du Kremlin était très précis. Il a dit ceux qui n'ont pas participé à l'aventure, peuvent réintégrer les forces. Quant à Lavrov, aujourd'hui, il a dit quelque chose d'intéressant. Donc le ministre des Affaires étrangères russe, excusez-moi de ne pas le préciser, il a dit quelque chose d'intéressant en ce qui concerne Wagner. Il a dit que nos amis, grosso modo, africains se rassurent, Wagner continue ses activités. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il y a des offices de recrutement de Wagner qui avaient été fermés, et bien 4 cet après-midi ont réouvert. Ouais. Donc ça veut bien dire que business côté Wagner as usual, mais sans Prigojine. Pas besoin d'avoir Prigojine pour continuer Wagner. Wagner, c'est qu'une entreprise. Ouais, on verra effectivement s'il y a une nouvelle tête qui émerge. Allez, il nous reste à peu près une vingtaine de minutes dans ce débat. Je voudrais quand même qu'on se concentre maintenant sur Vladimir Poutine, un président russe qui est apparu en difficulté samedi à la télévision. On vous propose un extrait de ce discours. Les actions qui divisent notre unité sont, en fait, une trahison de notre peuple et de nos compagnons d'armes qui combattent maintenant au front. C'est un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple. Christian Macarian, je voudrais qu'on commence par revenir sur cette journée de samedi. Qu'est-ce qui se passe au Kremlin? C'est quoi? C'est une sorte de panique? Quel mot vous employez pour caractériser ce qui s'est passé au Kremlin samedi? Je crois que le Kremlin a été désemparé, surpris. Tout ce qui est fait aujourd'hui pour nous convaincre du contraire, y compris beaucoup de rumeurs autour des pro-Poutine qui disent que Poutine avait monté tout ça, avait organisé un gigantesque piège pour Prigojine, moi j'y crois pas une seconde. De toute évidence, Vladimir Poutine est surpris par l'ampleur et par l'audace, si j'ose dire, de Prigojine. C'est évident. Deuxièmement, il y a un indice très sûr, c'est que, je répète, des hélicoptères ont été abattus. Les pilotes de ces hélicoptères, membres de l'armée régulière de la Fédération de Russie, sont tués. Donc il y a des victimes. Ça n'est pas bon pour l'homme qui a construit toute son image depuis des décennies sur la force, la stabilité, l'offense faite à la Russie qui serait lavée face à cet Occident décadent qui ne cherche qu'à déstabiliser la Russie. Tous les fondamentaux du poutinisme se trouvent en une fraction de temps pulvérisés par la prise de Rostov-sur-le-Don, de la base militaire de Rostov-sur-le-Don. Ça n'est pas possible de construire un récit favorable à Poutine autour de cette affaire. Oui, alors on reparlera des conséquences à l'international dans un instant, Hélène Blanc, mais en interne, à quel point ça peut fragiliser Vladimir Poutine en interne, ce qui s'est passé? Vous savez, je pense que ça fait un petit moment déjà qu'il y a une lutte de pouvoir et que certains essayent de se positionner pour éventuellement prendre la suite. Alors je sais qu'on avance des noms, mais je pense que pour l'instant c'est un peu prématuré, parce qu'évidemment Poutine va s'accrocher au pouvoir jusqu'à son dernier souffle. Tel que je connais le bonhomme, il ne va pas s'en aller, il ne va pas démissionner. Et même s'il perdait la guerre, il trouverait le moyen de raconter une belle fable aux Russes en disant, vous savez, c'était pas possible. On avait contre nous le monde entier, l'OTAN, l'Occident, les Américains, etc. On s'est bien battu. On n'a pas à rougir, l'honneur est sauf, mais malheureusement la guerre est perdue. Et il resterait au pouvoir, à mon avis. Tout le monde s'imagine que s'il perd la guerre, il va s'en aller. Pas du tout. À mon avis, il va faire tout ce qu'il peut pour rester, même s'il perd la guerre. Alors, je suis d'accord avec ce que vous dites, Hélène, à une réserve près, sauf si, justement, l'entourage décide que ça suffit. Alors ça, on ne peut plus l'exclure. Il a été porté au pouvoir par un des clans du KGB qui n'est pas homogène. Et celui qui a porté Poutine au pouvoir a été le plus fort à ce moment-là, dans les années 2000. Mais il y a d'autres clans qui ont peut-être aussi leur candidat. Parce que désormais,
la Russie est gouvernée par le KGB, tout le monde le sait, par Poutine interposé. Donc, si on veut continuer dans la même tradition, il faudra prendre quelqu'un du sérail. Et dans on ne peut pas faire autrement. Et dans tout ça, l'opinion russe, cette journée de samedi, est-ce qu'elle peut laisser des traces par exemple chez les moscovites? C'est vrai qu'ils sont pas sortis dans la rue en masse samedi, alors qu'il y avait quand même peut-être une tension palpable. C'est comment vous l'analysez, ça? Il y a un contrat avec Vladimir Poutine et la population russe, c'est la stabilité, la tranquillité. Je fais mon business. Oui, mais là samedi, c'était plus tout à fait la tranquillité quand même. Il a été rompu une fraction de seconde. Ouais. Il y a une déstabilisation qui a duré très peu de temps. D'ailleurs, on a bien vu, il y a même des gens qui pouvaient faire des selfies avec les hommes de Wagner. Et puis, tout est rentré dans l'ordre parce qu'il y a un désir de stabilité. Et regardez aujourd'hui sur toutes les télévisions, mais ce qui était montré, c'était business as usual. On a retrouvé la stabilité, on a retrouvé le calme. Et il y a ce désir, si vous voulez, très profond qui nous manque parfois pour expliquer ce qui se passe, cette absence qu'on pourrait dire de protestation forte. Parce qu'on dit oui, mais la Russie, c'est du sérieux quand on proteste. Je suis désolée, en Iran, c'est du sérieux aussi quand on proteste. Et ça continue. Donc, il y a ce contrat qui est très important, qui est passé quand même avec la population et qui finalement, écoutez, ils vont rentrer dans l'ordre en quelque sorte, je crois. Ça va pas. Alors ça peut créer des doutes, mais je crois que les Russes ne sont tout au fond d'eux-mêmes pas dupes. Ils ne sont pas dupes, ils savent, je pense. Ils savent, ils ont conscience, mais ils ne bougent pas. Avec quand même l'un des éléments, on l'a vu dans le sujet d'ouverture de Jonathan Dupriez, cet extrait d'une vidéo assez lunaire, Hélène Blanc, de Vladimir Poutine. Alors, soi-disant datée d'aujourd'hui, évidemment, personne n'est capable de dire quand elle a été enregistrée. Pas un mot de ce qui s'est passé samedi, pas un mot sur Wagner. Ça peut être une vieille vidéo ressortie des tiroirs, ça? Tout à fait. Ça peut être une vidéo qui a été enregistrée avant les événements et qui parle d'un petit... C'est une petite foire, une petite réunion qui n'a pas une grosse importance économique du côté de Toula. Qui n'est pas un Davos ou quelque chose d'important. Pourquoi elle est diffusée? Pour montrer qu'il est toujours aux manettes, que la vie normale reprend comme si de rien n'était, très calmement, tout va bien. Mais je pense que ça va laisser des traces plus peut-être à l'international qu'en Russie. Alors justement, on va en parler. Mathieu, allez-y. Qu'est-ce que ça révèle de la fragilité intérieure russe, de la défense russe, de la sécurité, de voir quelqu'un qui peut comme ça, vous l'avez dit, prendre Rostov. C'est l'une des phrases de Prigojine aujourd'hui. Et puis monter sur ça. Je redis dans son message audio, Christian, l'avancée de Wagner vers Moscou a révélé de graves problèmes de sécurité en Russie. Et là, il est dans la droite ligne, je le disais tout à l'heure, de ces discours récurrents depuis des mois. Ça révèle fondamentalement le fait que la violence légale n'est plus le privilège de l'État russe, mais qu'elle est partagée par d'autres groupuscules, encore une fois d'origine mafieuse, comme on le disait tout à l'heure, comme Wagner. Mais il y en a aussi d'autres. Oui, il y a quoi, 300 milices? Oui, l'État russe n'est pas capable de se défendre. A incité et invité les gouverneurs des provinces eux-mêmes, qui sont ses affidés, à se doter d'une milice. Et certains d'entre eux en ont de très sérieuses. Donc c'est une véritable maladie, la gangrène du régime. C'est pourquoi le régime est atteint dans ses fondamentaux même. C'est-à-dire... Oui, mais alors c'est intéressant, parce que d'un côté, on a une Patricia Lemonnière qui nous dit, mais de toute façon, l'opinion ne bouge pas, il y a une sorte de pacte avec Poutine, et là, vous nous dites que le régime est atteint je dis que le régime est atteint, et ça n'est pas du tout contradictoire. Mais je pousse un peu la réflexion. Vous avez raison, et je vais rappeler un fait très simple. Lorsque le mur de Berlin est tombé, l'opinion publique russe, je me souviens parce que j'étais là-bas, en Russie, il y avait une indifférence absolue du peuple russe qui ne pensait que aux fêtes de fin d'année, on était au mois de novembre, c'est froid, etc. C'est passé par-dessus la tête de la population. Mais le fait majeur cette fois, qui va dans le sens de ce que dit Hélène Blanc, c'est-à-dire Poutine n'est pas encore dévissé et il n'est pas déboulonné comme les statues de Lénine l'ont été. Il n'est pas encore déboulonné parce que l'élite russe n'a pas pris fait et cause pour Prigojine. Et ça, c'est très frappant. Ils n'ont pas
lâcher Poutine. Le peuple était indifférent, l'élite est restée pour Poutine et ça a permis de circonscrire cet événement stupéfiant de samedi dernier. International. On y vient tout de suite et on commence avec vous, Mathieu, sur la réaction française. Comment l'Élysée, comment Emmanuel Macron réagit à l'offensive de Wagner? Prudemment. Dans l'entretien qu'il a accordé au Journal de la Provence ce matin, le président de la République nous livre une analyse des plus sobres, qu'il a d'ailleurs répété tout au long de la journée. Alors il dit « Cela montre les divisions qui existent au sein du camp russe, la fragilité à la fois de ses armées et de ses forces auxiliaires comme le groupe Wagner. » Vous allez me dire, nous voilà bien avancés, il n'y a pas besoin d'être un grand géopolitologue pour sortir une phrase pareille. Mais cette économie de mots et de commentaires, elle traduit bien en fait l'effet de sidération et l'assaut de précaution qu'a provoqué l'offensive d'Evgueni Prigojine en Occident. Samedi d'ailleurs, les chancelleries occidentales, c'était spectaculaire, ont pris un soin particulier à ne rien dire de définitif ni d'engageant et surtout à employer tous les mêmes termes. Alors ça commence toujours pareil, que ce soit à Paris, à Washington, à Berlin, à Londres, à Rome ou pour l'Union européenne. On dit toujours, on suit l'évolution de la situation de très près. Alors on surveille l'évolution de la situation de très près. Ensuite, on reste en contact permanent avec ses partenaires ou ses alliés. Et puis enfin, on finit toujours par rappeler qu'on se tient aux côtés surtout de l'Ukraine. Voilà. Alors pourquoi cette précaution, ce luxe de précaution? D'abord parce que personne ne savait comment l'affaire allait tourner et sur ce point quand même difficile de leur donner tort. Ensuite parce que personne ne voulait donner le sentiment de s'ingérer dans une affaire russo-russe, comme l'a dit le président de la République Emmanuel Macron aujourd'hui à Marseille. Personne ne voulait donner le sentiment qu'une puissance occidentale pouvait avoir été à la manœuvre d'une quelconque façon que ce soit. Le Washington Post et le New York Times ont révélé ce week-end que la CIA savait que la révolte de Wagner était imminente, mais surtout pas question d'offrir à Vladimir Poutine un argument en faveur de sa propagande contre l'Occident. Et puis enfin, dernière raison, et on en a parlé longuement, parce que Evgueni Prigojine n'a jamais fait figure de sauveur, bien au contraire. Et si chacun se félicite secrètement que de voir le camp russe divisé et donc affaibli, personne dans le camp occidental ne pouvait se réjouir de voir Evgueni Prigojine réussir son offensive, et surtout pas la France qui fait les frais en Afrique, particulièrement des exactions du groupe Wagner qui lui aimerait bien pouvoir circonscrire l'influence de Paris. Donc en gros, entre la peste Poutine et le choléra Prigojine, il était plus sage de se tenir à distance. Et Hélène Blanc, samedi, je dis ça, il n'y a que la Turquie, je crois, qui réagit assez vite pour soutenir Poutine. Alors aujourd'hui, c'est plus la même chose. Il y a ces alliés, on va dire, traditionnels qui sont montés au créneau. Et on n'a pas entendu la Chine, Pas d'ailleurs. encore, j'allais y venir. Ça, c'est intéressant, parce que c'est effectivement vers la Chine qu'il faut peut-être se tourner. Est-ce qu'on a parlé de la fragilisation de Poutine en interne, c'est complexe, on l'a compris, et en externe, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ces alliés qui cherchent en lui effectivement l'homme fort, la stabilité dont on parlait, peuvent aller réfléchir, se détourner? Comment vous l'analysez? Mais il est possible que certains, effarés par ce qui s'est passé, parce que c'est vrai que c'est assez surréaliste, commencent à prendre leur distance et à réfléchir en se disant finalement Poutine n'aime pas l'homme fort que nous croyons. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il n'est pas aussi costaud qu'il l'était au début de ses premiers mandats. Mais je voudrais dire deux choses. La première, c'est que la propagande qui est menée en Europe a atteint les dirigeants et beaucoup disent « Oui, mais ça peut être pire. On a Poutine, d'accord, mais le prochain peut être pire. » C'est exactement ce qu'ils veulent qu'on pense, ce que les Russes veulent qu'on pense, et malheureusement, ça marche. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a quand même réagi aujourd'hui. Ils ont dit aujourd'hui effectivement qu'il fallait préserver l'équilibre et la stabilité du pays. Parce que n'oubliez pas, samedi, il y avait le vice-ministre des Affaires étrangères russe en Chine. Donc ils se sont vus, et je ne sais pas s'il a été convoqué. Ça, je ne sais pas si le rendez-vous était prévu, mais en tout cas, il a dû avoir une explication au carré, parce que la Chine, ça ne l'intéresse pas du tout de voir une milice monter comme ça à 400 km de la capitale. Alors ça ne se passerait pas à Pékin, je vous rassure, parce que là, Xi Jinping a déjà purgé l'armée, il a mis tout le monde bien dans le bon sens, il s'est servi de la lutte contre la corruption pour replacer son petit monde, et donc il tient l'armée. Ça ne pourrait donc pas se passer chez lui. Mais quand il voit son allié ou son vassal, ça dépend comment on veut analyser la situation, se déliter ne serait-ce que quelques heures,
c'est sûr que ça ne lui fait pas plaisir. Je vous donne la parole tout de suite, Christian, mais pour alimenter cette partie du débat sur les réactions internationales, il y a quand même cette réaction du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. C'est intéressant parce qu'il remonte le fil de l'histoire jusqu'au début de l'invasion russe, février 2022. Écoutons-le. 16 months ago. Il y a 16 mois, les Russes étaient aux portes de Kiev en Ukraine, pensant prendre la ville en quelques jours et effacer l'Ukraine de la carte en tant que pays indépendant. Ce week-end, les forces russes ont dû défendre Moscou, la capitale de la Russie, contre les mercenaires créés par Poutine lui-même. Prigojine lui-même, dans cet incident, a soulevé de profondes questions sur les prémices mêmes de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, en disant que le pays ou l'OTAN ne représentait pas une menace pour la Russie, ce qui fait partie du discours de Poutine. Cela a défié directement son autorité. Donc cela soulève de vraies questions et révèle des fissures réelles. Christian Acarian, est-ce que le secrétaire d'État américain s'adresse aussi à la Chine quand il dit ça ? Ah ben évidemment. Évidemment. Ben oui. Sûrement. Il envoie le message très clairement. Regardez ce qui se passe quand on se comporte de cette manière-là. Mais il faut se méfier de Prigojine de toutes les façons, parce qu'il a dit tellement de choses et leur contraire. N'oubliez jamais que c'est un homme, on a la mémoire courte, parce que c'est un moulin à paroles, ce Prigojine, mais il a quand même proposé de donner des coordonnées de base et de points stratégiques russes aux Ukrainiens en échange d'une tractation. Il a fait ça, Boris Yevgeny Prigojine. Il a fait ça. Donc, et il est exact qu'au départ, il a promis d'apporter à Poutine la victoire à Bakhmout sur un plateau d'argent, et qu'ensuite il a dit effectivement que la Russie s'était engagée dans une mauvaise guerre qu'elle ne gagnerait pas. Il a tout dit et tout fait. Mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est quand même les républiques périphériques aussi. Regardez du côté du Kazakhstan, au mois de janvier de l'année dernière, un mois à peine avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Russie sauve la mise du dictateur local, enfin c'est pas tout à fait un dictateur, mais du régime autoritaire, Monsieur Tokayev. Il lui sauve la mise. Les Russes envoient des troupes parce qu'il y a une émeute, il y a des émeutes, et tout est réprimé, et Tokayev garde son siège. Aujourd'hui, Tokayev, qui à plusieurs reprises a marqué ses distances avec Poutine, le désapprouve et signale avec une verdeur verbale claire et nette que le système politique russe est menacé. Donc, et ça, c'est pas rien, le Kazakhstan. C'est quand même un pays assez important dans le système post-soviétique. Il y a d'autres réactions de ce type-là. Et finalement, le seul... Ça participe de la fragilisation dont on parle. Voilà, qui a été solidaire sans discussion avec Poutine, c'est Erdogan. Pourquoi ? Parce que Poutine a lui aussi, en son temps, donc au mois de juillet 2016, sauvé la mise d'Erdogan quand Erdogan a dû affronter un coup d'État militaire. Poutine lui a donné des conseils, qui étaient judicieux d'ailleurs, qui ont permis à Erdogan de se rétablir et de cerner les putschistes. Donc c'est quand même la grande solitude de Vladimir Poutine, cette affaire. Et justement, Patricia Lémonière, je ne sais pas si c'est possible, mais Vladimir Poutine peut-il devenir encore plus paranoïaque qu'il ne l'était déjà après cet épisode ? Il y a deux options aujourd'hui, et les spécialistes en voient effectivement guère plus, c'est-à-dire soit ça craquelle de l'intérieur et finalement dans un certain nombre de temps difficile à définir, eh bien il y aura un changement, voilà, venu de l'intérieur, soit au contraire, et je pencherai plutôt là-dessus, vous savez, quand on se casse l'os de la jambe, quand il se ressoude, et là il est ressoudé, il est encore plus solide, dit-on. Oui, c'est ce qu'on en dit. Donc vous nous dites, on va peut-être avoir un dictateur encore plus solide. C'est une option. C'est une option qu'il se durcisse, qu'il fasse une répression très forte. N'oubliez pas qu'il a le FSO autour de lui, qui est un corps d'élite qui assure la garde prétorienne du Kremlin, 5000 hommes. La garde prétorienne autour de lui, c'est 5000 hommes, mais le FSO, c'est 20 000 hommes. Il a le KGB, il a le GRU, il a quand même des forces qui lui donnent quand même les moyens de mener cette répression, d'éliminer ceux qui le gênent, et il a aussi, alors il a des oligarques qui sont effectivement, qui font moins de business, mais
Dans la grande redistribution qui va s'opérer peut-être des deniers de Wagner, il peut en remercier certains. À suivre. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce premier débat. Hélène Blanc, je rappelle le titre de votre livre « Goodbye Poutine ». On n'y est pas tout à fait, mais bon, qui sait, du KGB au crime de guerre, publié aux éditions Ginko. À bientôt sur Public Sénat.